Donc là, je vais vous présenter un cas qu'on a reçu d'un collègue, donc d'une déchirure géante chez un myope fort. Donc il s'agit d'un patient, 53 ans, qui était opéré de la ZIC il y a un petit moment, une dizaine d'années, avec un bon résultat réfractif. Myope fort, donc une longueur axiale de 26, qui présente donc, il a eu un décollement rétine rhigmatogène au niveau de l'œil gauche en 2015, opéré par creux-dentation. Il a eu une récidive traitée par vitrectomie gaz et une autre récidive avec du silicone, avec un résultat anatomique, mais acuité visuelle au niveau de l'œil gauche de 1/20. Donc il consulte en 2019 pour des corps flottants au niveau de l'œil droit depuis un mois. Il présente donc un décollement de rétine périphérique. C'est ça là. Décollement rétine avec une déchirure géante de 5 à 10 heures et deux déchirures supérieures, on les voit ici. Donc normotone, pachymétrie, OCT normale, donc maculaire plat. Donc le traitement pour ce patient, c'était vitrectomie, puis échange d'écaline silicone pour déplier le lambeau, tamponnement par huile de silicone et cerclage laser sur 360. On voit ici le schéma, le dessin. Donc, traitement, il est sous silicone avec du laser au niveau des déchirures et sur 360. Donc, ce cas, il a une première complication avec un passage du silicone en chambre antérieure qui était repris donc, au bloc pour le lavage du segment antérieur. Il y a une hernie d'iris et une désinsertion de la racine et un hyphéma. Avec le temps, donc l'hyphéma se nettoie, acuité visuelle qui s'améliore. Un mois post-opératoire, donc il est à 6/10, sous silicone, normotone, le cristal il est clair, et la rétine elle est bien à plat, le laser ok, sous silicone nickel, au bout d'un mois. À 3 mois, le patient présente donc une baisse d'acuité visuelle progressive, et avec l'apparition d'une cataracte sous-capsulaire postérieure, toujours normotone, rétine à plat. Et donc, il bénéficiait d'une chirurgie combinée, cataracte et ablation de silicone, et ensuite un tamponnement par du gaz, chirurgie qui se déroule sans incident. La deuxième complication décrite dans ce cas, donc pas d'amélioration de l'acuité visuelle à un mois, présence donc d'une fibrose capsulaire dense, et qui a bénéficié donc d'un traitement d'une capsulotomie au laser, sans amélioration. On a l'image de l'OCT ici, et mise en évidence d'un trou maculaire de petite taille, 90 microns. Voilà. Donc reprise chirurgicale, pelage de la limitante interne avec un bon résultat à mois sur le plan anatomique, on voit l'OCT, mais sans résultat sur le plan fonctionnel avec une acuité 1/10. Normotone, rétine à plat, mais il faut 1/10. Présent donc d'un scotome central, et donc effectivement, il parle de séquelles, de limitation de l'acuité visuelle par des séquelles d'un trou maculaire. Troisième complication, on revient en urgence pour l'apparition d'un voile, une hypertonie à 31 qui s'améliore, donc traitement local au début, trithérapie avec un échappement thérapeutique, une hypertonie à 35 après la trithérapie, et donc il y en a eu une chirurgie filtrante, puis une valve, et enfin stabilisé. Donc les discussions qui sont proposées par notre confrère. Donc la question, la première, c'est faut-il limiter les indications du LASIK chez les myopes forts, même si la cornée le permet. Deuxième question, l'indication d'un tamponnement par silicone dans le décollement, même si un lambeau ou des déchirure géante, ou si on aurait été utilisé juste du gaz, dans ce cas, pose la question. Troisième, la gestion du passage du silicone à un autre type de tamponnement dans le segment antérieur chez les myopes forts. Quatrième question, quel est le mécanisme de ce trou maculaire dans un œil déjà vitrectomisé? Cinquième question, quelle est l'origine de la limitation donc, de la récupération visuelle? Est-ce qu'il s'agit d'une toxicité de l'huile de silicone ou le trou maculaire qui explique ça? Et quelles sont les origines de ce glaucome secondaire? Est-ce que c'est lié à la désinsertion de l'iris ou d'autres causes? Donc, moi, je vais vous donner quelques réponses. Je vais prendre chaque question qui était posée. Est-ce qu'il faut limiter les indications de chirurgie réfractive LASIK chez les myopes forts? Donc, j'ai fait un peu la littérature
contrairement à la chirurgie de la cataracte chez les myopes forts, il n'y a pas de corrélation entre une chirurgie par réfractive, LASIK, et l'apparition d'un décollement rétine. Donc, je ne crois pas qu'il n'y a pas de preuve pour l'instant pour dire qu'on va limiter cette chirurgie pour des patients, donc ça ne va pas entraîner, à mon avis, de décollement rétine. C'est un décollement rétine, c'est lié à sa pathologie, c'est pas la chirurgie réfractive. La question, c'est est-ce que l'indication d'un traitement par silicone ou gaz dans ce cas, hein, effectivement, dans les déchirures géantes. À mon avis, vu que c'était que des déchirures, il n'y avait pas beaucoup, c'était pas très soulevé. À mon avis, peut-être à discuter, j'aurais fait déjà du laser et surveiller le patient. J'aurais pas d'emblée, parce qu'en fait, voilà, on a des déchirures avec des bords, certes, c'est une déchirure géante, mais si on aurait fait du laser, et on aurait pu surveiller le patient, et effectivement, s'il commence à décoller, aller au bloc opératoire. La question, est-ce qu'on utilise le silicone ou le gaz? À mon avis, effectivement, le silicone, il est indispensable quand vous avez des déchirures géantes avec une inversion rétinienne. Dans ce cas-là, on n'a pas le choix, il faut effectivement passer par le perfluorocarbone et faire un échange perfluorocarbone liquide et silicone. Sinon, on n'a pas d'autre solution. Ou si vous avez effectivement beaucoup de PVR ou des déchirures géantes traumatiques avec la PVR, ou si vous avez effectivement des hémorragies, là, du gaz, c'est un peu compliqué. Ça, je vous montre aussi des cas où effectivement il faut aller disséquer, ouvrir un peu l'accès au pôle postérieur et passer ensuite pour dépisser la rétine, passer par de la décaline et ensuite continuer sa chirurgie et finir par le silicone. Une autre question, c'était comment gérer effectivement le passage du silicone ou du tamponnement en chambre antérieure chez les myopes forts. Chez les myopes forts, des fois, il y a des hiatus en fait au niveau des zonules. Donc même s'ils sont fac, il peut avoir ces pathologies. Donc je pense qu'il faut prévoir et s'il y a effectivement du passage du silicone, il faut utiliser un agent, le métronidase, faire une IP périphérique. Est-ce que des fois une vitrectomie avec un peeling antérieur, ça peut créer effectivement des déhiscences zonulaires? C'est possible. Et surtout éviter, si vous faites un échange direct décaline silicone, d'avoir un overfill avec une hyperpression qui peut expliquer le passage par des lésions au niveau du zonulaire. Chez les myopes forts, ils ont souvent des hiatus. Concernant je pense que c'était la 5e question, quel est le mécanisme physiopathologique d'un trou maculaire chez un œil qui a déjà une vitrectomie? Souvent, on parle de l'idée que le trou maculaire est lié à la présence d'une traction vitromaculaire, etc. J'ai fait un peu la littérature. En fait, la réouverture des trous maculaires, il est lié principalement à l'absence de pelage de la limitante interne. Dans les cas des trous maculaires traités sans pelage de la limitante, le taux de réouverture est 7 fois plus important que si vous avez fait un pelage. Et effectivement, on se rend compte, ce que disait tout à l'heure Guy, c'est que dans les vitrectomies simples, s'il n'y a pas un pelage de la limitante interne, que c'est le problème peut-être du vitrel périphérique, mais aussi l'absence de pelage augmente le risque d'Irving-Gass ou d'inflammation post-opératoire. Et ça s'est confirmé aussi dans des chirurgies 23 ou 25 gauche pour d'autres pathologies que des traumaques, où ils n'ont pas eu pour des hémorragies du vitrel, des décollements, ils n'ont pas eu de la limitante interpellée, ils ont l'apparition des trous maculaires par des phénomènes inflammatoires jusqu'à 7 fois plus important que dans les autres cas. La question, pourquoi ce patient n'a pas récupéré, sachant qu'à moi il était à 6/10 et à l'ablation du silicone il est tombé avec une acuité visuelle à 1/10. Donc il y a effectivement des cas décrits de baisse visuelle ou de perte visuelle lors de l'ablation du silicone en fait. Et c'est une PAV qui est inexpliquée après l'ablation du silicone. L'examen, le fond d'œil OCT ne montre pas d'anomalie importante, mais l'examen fonctionnel montre effectivement une atteinte qui est plutôt au niveau des couches externes et intermédiaires de la macula lors de l'ablation silicone. Donc ce n'est pas la toxicité en lui-même, c'est l'ablation silicone. Souvent, il ne faut pas attendre longtemps parce que ça peut créer ce type de pathologie. Il y a des cas décrits effectivement de baisse visuelle lors de l'ablation de l'huile de silicone.
Et en fait, ça crée une ischémie et avec des scrotums centrales, enfin, c'est typique ce qui présente ce patient. L'origine du glaucome secondaire, à mon avis, c'est pas la désinsertion de l'iris, c'est probablement le silicone par la trabéculopathie, le passage des microgouttelettes dans le trabéculum. Aussi l'IFEMA, ça peut rajouter dans ce cas effectivement d'embêter le trabéculum et créer effectivement ce type de glaucome qui est difficile à gérer, qu'il a fini avec une valve. Donc, les deux côtés, c'était un peu compliqué pour ce patient. Merci.